in a turbulent market. Split-second decision-making and fast execution are key. The new Saxo WebTrader puts you at the controls. Bienvenue dans Raison de la Cote, l'émission consacrée aux sociétés cotées. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Courtois, l'un des fondateurs d'Aurelia. Bonjour. Bonjour. On rappelle d'un mot ce qu'est Aurelia. On pourrait vous définir comme un horloger. Un horloger avec une spécificité forte, mais c'est un peu le métier. Tout à fait. On est des spécialistes du temps ultra précis. Notre échelle de précision, c'est le millionième ou le milliardième de seconde près. On est dans l'univers des horloges atomiques. Absolument. C'est la technologie de référence qui définit aujourd'hui ce qu'est le temps universel sur Terre. Il est défini à l'aide de ces objets. Donc on est au plus près de la définition de la seconde. Vous êtes issu d'un spin-off, une externalisation d'une business unit d'un groupe plus important en 2006, et vous rentrez sur le marché en juillet 2007, juste avant que la crise des subprimes ne vienne perturber tout ça. Comment ça se passe, ce parcours boursier? Écoutez, ça s'est passé remarquablement bien, puisqu'on a pu délivrer exactement ce qu'on avait promis pendant une période relativement longue. On a pu faire les acquisitions telles qu'on les avait annoncées au marché. On est rentré en bourse pour trouver les moyens de financement de notre croissance externe. C'est vraiment votre stratégie, ça, faire de la croissance, du build-up, comme on dit en jargon, de la croissance externe, consolider en fait son secteur d'activité? Exactement. On a souhaité pouvoir agréger autour d'Aurelia des acteurs au niveau mondial pour avoir une capacité à servir nos clients au plus près, et ce sur tous les continents et sur tous les marchés en croissance. On rappelle la taille d'Aurelia, 30 millions de chiffre d'affaires prévus pour cette année, 170 personnes à peu près. C'est pas un acteur déjà massif, mais qui fait déjà office de leader sur son marché pour vouloir concentrer justement? Exactement. On agit sur un marché aujourd'hui qui fait 200 à 210 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, donc c'est un marché de niche sur lequel on pèse déjà 30 millions d'euros, donc à peu près 15% de part de marché mondial, et on a le profil de croissance le plus élevé puisqu'on a fait 50% de croissance depuis 2003 en moyenne, grâce à nos acquisitions et à la croissance organique qui est entre 10 et 15% par an, et nous avons également le taux de rentabilité le meilleur du marché de par le choix sélectif de nos niches. Est-ce que la crise actuelle va poser un problème dans cette stratégie de build-up, et notamment, je pense, des dettes éventuelles auprès de banquiers? Alors nous, on a une structure financière extrêmement saine aujourd'hui, puisqu'on a 9 millions d'euros de trésorerie, on a de quoi passer toutes les crises qui pourraient arriver, même si on n'en voit pas de sévères. Passer les crises, oui, mais continuer à faire des achats? Alors le financement des acquisitions peut potentiellement poser problème. On a de quoi réaliser un certain nombre d'acquisitions de petite taille de manière opportuniste, et on sait qu'il y aura des opportunités qu'on saisira. Maintenant, lorsqu'il s'agira d'acquérir des sociétés de plus grande taille, et on ne s'interdit pas de le faire, bien au contraire, il faudra, au moment où la situation se présentera, voir quelles sont les meilleures solutions. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait d'ores et déjà que la dette sera plus chère. Et donc, en conséquence, il faudra être d'autant plus sélectif sur les acquisitions et le potentiel de synergie avec ce que l'on a. On rappelle vos grands secteurs d'activité, les trois grands business d'Aurelia. Alors, nos trois grands secteurs de marché sont le spatial et la navigation, la défense et la sécurité, et les télécoms et le broadcast. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, tous ces secteurs? On commence par le spatial. Oui, dans le spatial et la navigation, notre marché cœur, c'est la fourniture d'horloges atomiques embarquées à bord des satellites de navigation dans les grands systèmes de positionnement par satellite tels GPS, que GPS, GLONASS, Galileo, IRNSS en Inde, Compass en Chine, QZNSS au Japon. Ça, vos clients sont tous des clients? Ce sont des clients potentiels, nos clients avérés, sur lesquels nous avons fait des gains de gros contrats tout récemment en fait. C'est Galileo, Compass en Chine et IRNSS en Inde. Donc on a déjà une couverture mondiale extrêmement large. On fournit 3 constellations sur 5 aujourd'hui. Et donc là, on a besoin de précision de l'ordre du milliardième, c'est ça? Voilà. En fait, à bord des satellites, il y a des horloges atomiques qui émettent par ondes radio l'heure de leurs horloges. Et lorsque vous avez un récepteur sur Terre, vous êtes capable de déterminer le temps qu'a mis l'onde pour aller du satellite à votre récepteur, et donc la distance. Déterminer mécaniquement la distance. Et alors, il faut que ça soit synchrone. Il faut que tout soit parfaitement synchrone, parce qu'une erreur d'un milliardième de seconde vous fait une erreur d'un mètre à peu près de positionnement au sol. Donc vous imaginez, ça va vite. Ça va très vite. Donc ça, c'est pour le spatial et la navigation. Défense, sécurité, ça consiste en quoi? Défense, tout d'abord, un grand nombre d'applications pour synchroniser les plateformes militaires de manière à pouvoir localiser des menaces ou pouvoir s'échanger de l'information de manière extrêmement discrète et rapide. Donc là, on manipule des signaux de la classe millionième de seconde à peu près en précision. Dans le domaine de la sécurité,
où on trouve la sécurité civile, les transactions financières et certaines applications liées au transport. Là, l'enjeu, c'est plutôt l'horodatage d'informations précises et de s'assurer qu'à l'échelle d'un territoire relativement vaste, chacun ait exactement la même référence de temps, de manière à synchroniser les interventions ou de pouvoir remonter une séquence d'événements critiques a posteriori pour voir si tout s'est bien passé. D'accord. Télécom Broadcast pour finir. Télécom Broadcast, c'est essentiellement la télédiffusion numérique terrestre en ce qui nous concerne, où on est leader mondial. C'est un marché en expansion. C'est un marché en expansion forte. On a connu des croissances de 30 à 40% récemment et paradoxalement, il reste toujours très dynamique actuellement. Même en France, en fait, il y a de la densification de réseau et puis dans les pays d'Europe de l'Est, il y a une grosse dynamique actuellement. Donc là, on synchronise les émetteurs de manière à ce que les fréquences d'émission et les flux d'informations vidéo soient émis de manière parfaitement synchrone d'un émetteur à l'autre. Et qu'il n'y ait pas d'interférence. Et qu'il n'y ait pas d'interférence. Si vous avez la chance d'être couvert par deux émetteurs, vous aurez un meilleur signal, mais à condition qu'il soit parfaitement synchronisé. Un mot sur la concurrence. Donc les grands acteurs, ils sont américains. Deux concurrents américains, Symmetricom et Frequency Electronics, cotés tous deux au Nasdaq, avec un marché à 70 à 80% domestique pour eux. Donc ce sont des gens qui sont assez peu présents à l'export. Toujours l'avantage de ce marché américain. Exactement, ça reste toujours vrai. Quelle taille ils font par rapport à vous? Alors Symmetricom, dans le domaine où nous sommes en concurrence, pèse à peu près 2 fois notre taille, donc à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Frequency Electronics, c'est à peu près de notre taille aujourd'hui. D'accord, et on peut dire que vous êtes les 3 grands acteurs de ce marché de niche finalement, à 200 millions d'euros, vous l'avez rappelé. Exact. Il y a des rapprochements possibles entre ces acteurs ou c'est exclu? C'est pas exclu. Il faut que les conditions soient réunies. On pourrait le deuxième et le troisième pourraient aller taquiner le premier. Ouais, clairement. Mais je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui, parce qu'il reste des acteurs de taille intermédiaire, vous voyez 10, 15 millions de dollars, ça existe encore dans des marchés de niche comme la défense et la sécurité, des gens qui vivent sur un marché local avec un marché qui par essence multidomestique. On peut encore avoir des acquisitions dans ce domaine et on travaille dessus. C'est curieux parce qu'on imagine que les technologies que vous maîtrisez, l'horlogerie atomique, requièrent un grand savoir-faire et beaucoup d'investissements en termes de technologie, et que finalement c'est des petits acteurs de 10-15 millions. C'est possible de maîtriser cette technologie en faisant que 10 millions de chiffre d'affaires? Alors effectivement c'est un bon point. Dans les horloges atomiques, il n'y a que 3 acteurs mondiaux que j'ai cités, et il n'y en a pas d'autres. Par contre, une fois que vous avez la technologie horloge, vous pouvez concevoir des équipements qui vont distribuer l'information de temps ultra précise de manière à synchroniser des horloges entre elles. Donc vous n'avez pas besoin de maîtriser la technologie horloge, vous allez acheter des horloges, et nous avons des clients qui sont aussi des concurrents. En fait, on leur vend des horloges, mais qui sont concurrents de certaines autres activités d'Aurelia, qui sont plus dans la partie équipement et système. Jean-Yves Courtois, une question sur votre business model. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent concrètement auprès de vos clients? Alors aujourd'hui, notre challenge principal, après avoir construit un réseau mondial qui est encore en cours de densification pour être le plus proche possible du client, c'est d'élargir la gamme de produits pour avoir le meilleur retour possible sur cet investissement et ce coût de possession de cette base commerciale. C'est pour ça qu'on consolide notre marché, c'est pour ça aussi qu'on fait énormément d'efforts R&D pour pouvoir développer de nouveaux produits, d'avoir la gamme la plus récente, la plus complète, pour pouvoir avoir le maximum de possibilités commerciales lorsque l'on a un client en face de nous. Et vous répartissez votre business entre plutôt service, plutôt hardware, vous avez une mesure? On a une part service qui est extrêmement réduite aujourd'hui. On a en gros 1/3 de grands contrats pluriannuels sur le spatial et la défense, 2/3 de vente de produits un peu plus sur les étagères. Mais il est vrai qu'on fait des efforts actuellement pour offrir des services, notamment de support, de hotline 24/24, de golden service avec une garantie d'expédition d'un produit qui pourrait être en panne en 24 heures. Et dans notre stratégie d'acquisition, nous pensons aussi aller vers des sociétés qui pourraient nous apporter un peu plus de services, un peu plus de récurrence. Donc ça fait partie des efforts. Quand vous dites des produits sur l'étagère, on peut acheter une horloge atomique Absolument, vous pouvez acheter une horloge atomique. Les premiers prix sont autour de 1 000 €. Donc, si c'est un beau cadeau de Noël. Ça peut être un beau cadeau de Noël, effectivement. Pour les fans. Non, blague à part, un mot sur... vous parlez d'intégration en permanence. Est-ce que c'est facile d'intégrer des équipes de différents pays avec différentes technologies quand on est une petite structure malgré tout? C'est certainement très difficile. Moi j'ai la coutume de dire que faire des acquisitions pour une société, c'est à la fois très attractif, mais c'est ce qu'il y a de plus dangereux. On peut perdre beaucoup aussi, justement dans l'intégration, parce qu'on n'a pas ce que l'on pensait avoir acheté. Mon savoir-faire dans ce domaine-là, en fait, date de plusieurs postes avant Aurelia, et ça fait partie un peu de nos facteurs de différenciation, finalement, c'est ce savoir-faire en termes d'acquisition et d'intégration. Donc c'est quelque chose que l'on gère de manière extrêmement attentive, avec un process qui est parfaitement documenté, et on n'a aucun échec à ce jour. Ceci dit, une des précautions qu'on prend, c'est de conserver le plus possible l'autonomie des filiales que l'on acquiert pour ne pas avoir à subir les chocs culturels qui sont extrêmement difficiles à gérer.
Dernière question, en parlant de choc, il y a un choc économique, conjoncturel qui arrive, vous le ressentez? On ne le ressent très peu aujourd'hui, même si on sait que les gouvernements sont tellement endettés que même nos marchés très protégés comme la défense ou la sécurité pourraient être impactés. On voit des signes d'attentisme aux États-Unis, c'est le seul endroit où on a des signes peut-être précurseurs. À cause du ralentissement ou à cause des élections? C'est difficile à faire la part des choses aujourd'hui. Du changement de l'administration? Oui, on ne sait pas dire exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand attentisme et je m'attends à ce que l'année 2009 soit une année de faible croissance pour nous, mais toujours en croissance, même si le premier semestre sera, à mon sens, beaucoup plus en retrait que le second, parce que les gens vont attendre de savoir comment les choses évoluent. Donc États-Unis, plutôt un ralentissement perceptible en Europe? Pas de ralentissement à ce jour. Et les autres pays? Les autres pays sont relativement protégés. On est en Asie notamment, essentiellement dans le spatial et la défense, ce sont des budgets qui ne sont pas affectés du tout. Merci Jean-Yves Courtois. Merci à vous. À bientôt.